vous avez souhaité dire quelques mots sur la décision hallucinante d'un directeur de musée consacré à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier du débarquement de Normandie. Je pense précisément au mémorial de Caen, qui a décidé, sous l'impulsion d'une curieuse association syrienne qui semble assez proche de l'ASL, hein, la fameuse armée syrienne libre, qui a donc cédé entre guillemets aux pressions de cette association et qui a annulé le colloque qui était prévu le 26 novembre prochain sous prétexte que le colloque était organisé par d'une part l'extrême droite, d'autre part par les militants de Bachar al-Assad. Alors je vais vous laisser la parole et on va voir qu'on est extrêmement loin de ce schéma-là. Hein. Tout à fait. Alors en fait, c'est au mémorial de Caen, un colloque de géopolitique et géostratégie organisé sur la Syrie et la question syrienne, auquel participent des personnalités importantes comme d'abord Madame Véronique Boutet, qui est dans le conseil de la mairie, qui est élue en fait de la ville de Caen, qui est présidente de l'université Méditerranée, comme le docteur Anas Chebib, qui est radiologue syrien renommé à Tulle, comme la participation de monsieur l'ambassadeur Michel Rimbaud, qui est un grand ambassadeur français, monsieur Gérard Bapt, qui est député et qui est président de l'association d'amitié France-Syrie au Conseil à l'Assemblée nationale, comme monsieur Alain Corvez, le colonel Alain Corvez, qui est un colonel de l'armée française en retraite et qui est conseil en stratégie, comme le grand journaliste Richard Labévière, spécialiste du Moyen-Orient, comme le sous-préfet ou ex-sous-préfet Bruno Guy, qui devait participer à distance donc à ce colloque. Donc voilà, ce sont soi-disant des suppôts d'Assad, et sous ce prétexte fallacieux, on annule ce colloque, hein. On l'interdit, on l'annule pas, on l'interdit. Qui est cette association qui prétend avoir ce pouvoir et avec laquelle avec laquelle travaillent les forces politiques en France ou le pouvoir politique en France? Malheureusement, ce sont des gens. L'ASL n'est rien d'autre que l'expression des terroristes qui agissent sur le terrain, des terroristes venant de toutes parts, dirigés par, donc comme je disais tout à l'heure, par ce conseil. Il y a le MOC en Jordanie, mais aussi un conseil de l'ensemble des renseignements des pays des États-Unis, Angleterre, France et Israël, Mossad, plus bien sûr les Turcs, puisqu'il s'agit de la Turquie. Ça se passe en Turquie, donc aux frontières syriennes. Et cette association, je tiens à dire quand même, Souria Ouria, cette même association a réussi auparavant à nous interdire, moi je dis nous parce que c'était moi qui organisais effectivement aussi à l'époque des conférences, débats en France,
Et dernière minute, il y avait justement un avis d'interdiction qui atterrissait, alors soit dans la même journée, soit 2 heures avant, soit. Et ça a été aussi bien à Paris, à Lille, à Lyon. Donc on arrivait quand même à faire quelque chose, hein, soit en indirect, soit comme ça, en mettant aussi sur YouTube quelques informations. Donc franchement, je trouve que ça montre une coopération réelle Mhm. et pas une complicité, comme vous disiez, entre entre les pouvoirs politiques en France aujourd'hui, malheureusement, et ces hordes terroristes ou les pays qui les soutiennent. Donc maintenant, on dit effectivement, on interdit la parole. On interdit la parole aux gens qui veulent parler de géostratégie dans la région, mais on est en train de laisser la parole, pas seulement la parole, mais on fait de la propagande complètement à ce soi-disant pouvoir nouveau en Syrie qui s'oppose à Assad. Et qui est sur le terrain? Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Il y a que les hordes wahhabites sur le terrain. Donc c'est en fait une connivence entre la France et le wahhabisme, et la France et tous ceux qui soutiennent le terrorisme. Les frères C'est quand musulmans, même... par exemple. Pardon? C'est les frères musulmans aussi, hein. En France, Tout à sont fait, très très tout actifs, à hein. fait, tout à fait, les frères musulmans. Je trouve que c'est navrant, vraiment, pour la France. Et c'est navrant que aussi, un autre côté, pour la liberté d'expression. Ce colloque est un colloque scientifique, hein. C'est un colloque où tout le monde gagnerait à y voir, à comprendre et à voir clair sur la situation en Syrie et au Moyen-Orient. Et ben voilà, on interdit sous prétexte que c'est pro-Assad, et à la limite, moi je dirais, et si c'était pro-Assad, et pourquoi vous n'avez pas d'argument contre, hein, si c'est comme ça, C'est ce que j'allais dire, pourquoi oui. vous ne laissez pas la liberté s'exprimer, pourquoi vous ne laissez pas l'expression se faire, et puis apporter peut-être d'autres arguments, pourquoi pas? Absolument. Il me semble que c'était le cas, c'est comme ça qu'on travaille dans un pays où il y a un minimum de liberté d'expression, Absolument. hein. Absolument. Et ben, malheureusement, même ça, c'est interdit maintenant. C'est quand même grave. C'est la preuve, Hum. si besoin était, qu'ils ont peur, justement, de la contre-argumentation opposée à cette espèce de vague médiatique et de propagande du gouvernement contre la Syrie, hein. C'est ça que ça veut Complètement. dire, parce que s'ils avaient des arguments, s'ils avaient des preuves, hein, les preuves de bombardement des hôpitaux d'Alep-Est par l'aviation russe et syrienne, s'ils avaient des preuves que Assad massacre son peuple, je parle pas de preuves pipées, hein, ou de photos dont on ne connaît pas l'origine, quand elles ne sont pas tout simplement détournées de d'autres théâtres d'opération, que ce soit en Irak il y a quelques années, ou même à Gaza. Si on a des preuves et des arguments, c'est l'occasion de les faire valoir face à cette soi-disant propagande pro-Assad. Ouais. Donc là, De toute façon, l'interdiction, et c'est très grave parce que ce sont quand même des grandes personnalités du pays mm, qu'on interdit. C'est pas, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Ce sont pas des personnalités qui ont l'habitude de parler n'importe comment ou de jeter des arguments sans preuve. C'est quand même, c'est grave. Et puis d'un autre côté, c'est quand même un colloque scientifique. Je peux dire, la géostratégie,
c'est de la géopolitique, c'est quand même, ça fait partie c'était pas un meeting politique, hein. C'est quand même un colloque scientifique de géostratégie. C'est symptomatique. Ouais. C'est symptomatique de la dégradation extrêmement dangereuse et profonde de la situation des droits de l'homme dans le pays qui ne peut plus se targuer d'être celui des droits de l'homme justement avec des actions comme ça. Hein. Alors, je voudrais quand même ajouter 2 mots sur la Turquie et sur la dégradation des libertés en Turquie, que tout le monde sait, et la Turquie Erdogan qui devient qui l'a été, mais qui maintenant s'avère un vrai dictateur, suite à ce coup d'État raté, entre guillemets, du 15 juillet 2016. Hein. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'arrestations, des députés qui ont été arrêtés, des partis interdits, des organisations non gouvernementales et des associations qui se sont vues arrêtées et fermées. Des partis politiques qui ont été des lieux de partis politiques qui ont été perquisitionnés, et les arrestations continuent tous les jours. Il y a plus de 70 000 arrestations, licenciements, des responsables des magistrats, des juges, des professeurs d'université, des présidents d'université, des journalistes. Hein. Il y a des journaux qui ont été fermés et perquisitionnés. Il y a des milliers de personnes qui ont été licenciées dans l'enseignement, dans tous les corps de métier. Et personne n'en dit mot, et la Turquie continue à être considérée comme un pays démocratique, et l'État français et tous les États démocratiques, entre guillemets, occidentaux, continuent à traiter correctement avec Erdogan, et personne n'ose le traiter, ni de dictateur, ni de quelqu'un qui mène une politique policière et une politique... alors ça, c'est un point par rapport à la politique intérieure. Par rapport à la politique extérieure, il va envahir la Syrie, une agression claire militaire et une incursion militaire dans le nord de la Syrie, de Jarablus. Il veut aller jusqu'à Elbab, jusqu'à Manbij, et pareil, une véritable violation de la Charte des Nations Unies, et personne ne pipe mot. Même les Nations Unies ne disent rien, les représentants de l'ONU ne disent rien, et il y a absolument aucune inquiétude pour M. Ban Ki-moon non plus, ce qui fait quand même dire que les 2 poids 2 mesures, il va bon train, aussi bien dans la politique internationale, dans la politique de l'ONU, qui est censée être plutôt l'arbitre, hein, pour faire appliquer quand même la charte, hein, et pour sauvegarder la paix mondiale et les relations correctes entre les pays. Et aussi les pays qui se disent démocratiques et qui en fait ils ont une démocratie à double vitesse, je peux dire. Oui. Donc ils sont complètement aveugles sur les violations réelles de la démocratie et sur la violation réelle des droits des peuples à décider d'eux-mêmes, la violation des droits des pays et de la souveraineté nationale.
ça, ils ne disent rien, mais par contre, quand ils veulent s'ingérer, ils vont jusqu'à créer des événements ou créer des mensonges sur des événements dont ils accusent les gouvernements des pays qu'ils veulent attaquer. Donc, vraiment, c'est quelque chose de complètement désolant de voir cette dégradation, je peux dire, de la démocratie mondiale. C'est peut-être surtout le discrédit et la manifeste compromission d'une organisation qui a failli complètement à équilibrer, je dirais, les situations entre les pays. Et j'en veux pour preuve que le nouveau président philippin a, a sérieusement mis en cause l'Organisation des Nations Unies au point d'envisager de proposer à la Chine et à la Russie de constituer une nouvelle organisation selon lui plus susceptible de respecter ou de faire respecter le droit international. Parce que concernant la Syrie, c'est absolument inqualifiable. C'est une compromission criminelle à ce niveau-là. Ça ne peut pas être autre chose. Tout à fait. En fait, c'est vrai que de toute façon, quand on se réfère à la Charte des Nations Unies, malheureusement, les Nations Unies, enfin l'organisation elle-même, l'Organisation des Nations Unies, devient un outil qui masque les violations de sa propre charte. Oui, un C'est quand même instrument. paradoxal. C'est un instrument de l'impérialisme, hein, purement et simplement. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, ils sont l'ONU et en fait l'instance de l'ONU qui est le Conseil de sécurité, si dans sa majorité est quand même comment dire va sur les positions est complètement inféodée aux positions américaines et occidentales. Et heureusement qu'il y a quand même qu'il y a dans ce conseil la Russie et la Chine. Hein. Mais Oui. bon, qui de temps en temps opposent des vétos, mais on ne peut pas faire une politique mondiale à coup de veto quand Non. même. Mais ça n'empêche pas les pays occidentaux d'ailleurs de régulièrement proposer une levée de l'utilisation des vétos, évidemment dans l'objectif de neutraliser celui des Chinois et des Russes, pour permettre une intervention militaire en Syrie qui jusqu'à présent a échoué du fait de vétos russes et chinois précisément. Je crois que c'est important quand même de dire, on est pour que, enfin moi personnellement, je pense que c'est important de soutenir l'ONU, mais pour aller dans le sens de l'application de sa charte réellement, et aller dans le sens de plus de démocratie au niveau des membres de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y ait une égalité entre l'ensemble des membres de l'ONU et que la plupart des choses soient traitées dans l'Assemblée générale de l'organisation et pas dans un comité restreint qui ne contient que des pays occidentaux qui sont hégémonistes et qui cherchent à dominer les autres et qui cherchent plutôt à violer leur liberté et leur souveraineté plutôt que de la protéger. Donc je pense que c'est important en fait d'aller dans le sens du renforcement de la charte, de l'application de la charte qui est très correcte, la charte de l'ONU. Mais voilà. Et en donnant plus de démocratie et plus de poids aux autres pays, aux pays du monde entier, notamment les pays du tiers-monde. Oui, justement, vos propos me font penser à deux choses. J'ai une question, en fait j'ai deux questions. La première c'est
une remarque, c'est... enfin, la question va suivre la remarque, plus exactement. La première question va suivre la remarque. C'est que le siège du Conseil de sécurité, le siège physique, hein, j'entends le bâtiment, hein, se situe à New York. Et donc, par définition, il y a quand même une situation particulière concernant, par exemple, le représentant syrien auprès de l'ONU. Je pense au docteur Jafari, par exemple. Est-ce que vous avez des informations sur le traitement réservé à votre ambassadeur auprès de l'ONU sur le territoire américain, puisque par définition, Bien sûr. c'est quelqu'un Ouais, qui doit siéger en permanence. on lui a interdit, effectivement, on lui a interdit de se déplacer à plus que 40 kilomètres à la ronde. Oui, bien sûr. Alors c'est complètement fou. Oui, Il oui, n'a pas oui. la possibilité de sortir New York, en fait. Oui, exactement. D'accord. Exactement. En fait, bon, c'est bon, mais c'est plus. Alors récemment, ils ont appliqué de nouvelles sanctions sur la Syrie, alors que c'est le seul pays qui combat effectivement le terrorisme. Oui. C'est des nouvelles sanctions sur 17 personnalités de la Syrie et des nouvelles sanctions, alors que ce sont des sanctions criminelles contre le peuple syrien, puisqu'elles empêchent qu'on puisse acheter des médicaments et des vivres pour la population, donc des choses très importantes, mais aussi des appareils médicaux, les pièces de rechange, les pièces de même justement alimenter le réseau de transport. Maintenant, on voulait acheter des avions pour la compagnie syrienne et il y a eu à nouveau un veto là-dessus. Enfin, tout un tas de choses qui empêchent, qui Qui encore étrangle. augmentent la souffrance du peuple syrien et pour lequel on nous fait pleurer, soi-disant, conditions humanitaires, etc., où ils pleurent et ils versent des larmes de crocodile pour moi, alors qu'ils sont en train de le tuer. Et de plus en plus, en fait, ils serrent de plus en plus l'étau pour que la population soit dans non seulement dans la difficulté, mais aussi dans la famine, puisque on veut absolument, enfin, après avoir détruit de manière systématique et d'avoir cherché à brûler les récoltes et voler les silos de grains et brûler tout un tas de choses, polluer les rivières, polluer les terres et qui continue à bombarder les centrales électriques pour éviter que l'économie ne reprenne, ne redémarre. Parallèlement à tout ça, donc on accentue les sanctions pour que même les réparations ne puissent avoir lieu et que l'économie ne redémarre pas. Donc en fait, il y a une volonté réelle de tuer ou d'affamer le peuple syrien et de le faire crever de soif, puisque les terroristes aussi occupent, enfin détruisent les réseaux de distribution d'eau. Donc, et puis après, on va pleurer sur les pauvres Syriens, etc. Il faut de l'aide, il faut ceci, il faut cela. Et ils réunissent des tonnes d'argent sur le dos du peuple syrien, dont ils ne voient même pas la couleur. Donc voilà, ça c'est une c'est l'histoire d'actions répétées, je peux dire, pour je peux pas dire pour anéantir un peuple, mais l'idée y est, quoi. Oui. On voudrait affamer, assoiffer, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit il est à genoux, soit on le tue. Oui, c'est un massacre organisé, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs d'autant plus machiavélique et cynique que, et ça sera l'objet de ma deuxième question, euh, que des accusations de crimes de guerre ont été proférées par l'Occident à l'encontre de la Russie et de la Syrie, hein.
Et Oui. ça me fait penser à la situation de la Cour pénale internationale, qui en ce moment, là il y a eu une réunion importante qui s'est faite, et, comme après 3 pays africains qui ont décidé d'en sortir, la Russie a emboîté le pas, et donc maintenant c'est un peu la panique à bord, hein. C'est une cour pénale internationale dont les gens se rendent compte que finalement elle a été plutôt instituée pour essayer de martyriser l'Afrique ou martyriser les pays qui osaient braver, je dirais, l'impérialisme occidental, en particulier américain, anglo-américain. Et voilà, hein, quelle observation vous pouvez faire de cette situation? Bah, en fait, c'est une cour qui martyrise effectivement les victimes. Et aujourd'hui, c'est clair, en fait, on a d'attaquer la Syrie et la Russie de crimes de guerre, alors que ce sont les pays occidentaux qui opèrent les crimes de guerre en Syrie, et que la Russie et l'État syrien défendent le peuple contre ces crimes de guerre. Donc, en fait, c'est à chaque fois diaboliser la victime et faire en sorte que la victime devienne l'agresseur et protéger l'agresseur. Donc, franchement, mais c'est aussi clair vis-à-vis de vis-à-vis d'Israël qui depuis des années, ça fait quand même qu'ils font des massacres systématiques et organisés contre la population palestinienne. Il n'y a pas la moindre sanction, il n'y a pas la moindre même la moindre condamnation, même verbale, ni de la Cour internationale, ni de l'ONU. Donc, c'est clair que, en fait, ça montre clairement que toutes ces institutions sont plutôt dans les mains des pays forts et des pays hégémonistes, hein, et des pays comme les États-Unis et les pays occidentaux, en fait, qui sont les alliés des États-Unis. Et en fait, donc, c'est les pays de l'OTAN, c'est clair. Donc, voilà. C'est un outil de répression. Aujourd'hui, je pense que c'est l'ordre mondial est en train de changer, Mm. qu'il y a de nouvelles forces qui sont en train de naître, hein, et de monter, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, L'Afrique du l'Afrique du Sud. Sud. Mais je pense quand même qu'il faut bien observer aussi que ces pays comme les États-Unis et les pays occidentaux et l'OTAN continuent à fomenter des troubles dans ces pays-là et essayent aussi de les faire imploser de l'intérieur et de provoquer des troubles. On a vu le cas au Brésil, comment on a fait pour que La la présidente. présidente Dilma Rousseff soit discréditée par le Parlement, parce que c'est à coup de mensonges et de manigances et de maquillage de situation. On voit aussi les coups répétés contre le Venezuela. Ça a été contre Chavez des tentatives de coup d'État. Aujourd'hui, contre Maduro, exactement les mêmes choses qui se répètent. On voit contre il y a eu un actionnement des Tchétchènes à un moment donné contre la Russie pour éviter qu'elle ne remonte. Bon, la Russie a traversé cette épreuve Oui. avec succès et avec victoire. Aujourd'hui, on est en train, les États-Unis et avec la complicité des wahhabites d'Arabie Saoudite sont en train de préparer des Ouïghours de Chine pour qu'ils retournent en Chine, fomenter des troubles djihadistes aussi et terroristes en Chine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Chine se range et se soutient Oui. la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme, et aujourd'hui elle soutient clairement l'armée syrienne
aussi contre le terrorisme, parce qu'elle est directement menacée par ces Ouïghours chinois wahhabites. Hein. Ouais. Donc il y a une volonté aussi de semer des troubles en Inde entre le Cachemire, l'Inde, etc. Enfin, c'est complètement fou, toujours cette volonté de créer des troubles de l'intérieur, de l'extérieur, ce qu'on appelle la soft war, et puisque maintenant on ne travaille plus avec les armées, enfin les Américains n'envoient plus leur armée puisqu'ils ont promis à leur peuple que ça sera plus les boys des Américains qui partiront, mais c'est toujours des mercenaires qu'ils activent partout. Donc c'est un peu un schéma rapide mais réel de ce qui se passe aujourd'hui, et nous espérons quand même que les pays des BRICS arrivent à créer leurs institutions et les structures qui permettent à eux-mêmes et tous les peuples avec eux de pouvoir s'opposer à cet hégémonisme agressif et anti-humain et systématique, celui des pays occidentaux. Vous avez le sentiment vraiment que les troubles au Cachemire, qui opposent le Pakistan et l'Inde, sont fomentés par l'Occident pour affaiblir la Chine, puisque on sait que un lien d'amitié assez fort entre la Chine et le Pakistan existe. Ils sont d'ailleurs, les trois pays sont d'ailleurs liés par les problèmes territoriaux au Cachemire. Hein. La Chine a un petit morceau de ce territoire qui appartenait à un empire à une époque et qui a été donné à un Maharaja qui n'a pas su ou à qui on a probablement d'ailleurs sûrement euh, on l'a probablement incité à ne pas décider de quel côté le Cachemire devait aller, soit du côté de l'Inde, soit du côté du Pakistan, permettant ainsi de créer ce qu'on appelle une zone de trouble permanente, à cet endroit-là. Donc votre sentiment, c'est probable, c'est que Pour moi, c'est la tactique systématique en fait des Britanniques. Hein. C'est oui. dans la manière dont ils ont décidé de dessiner les frontières en se retirant des pays qu'ils dominaient. C'était prévoir en fait que ces frontières soient des zones de troubles permanents, de manière à ce qu'ils puissent continuer à intervenir autant qu'ils peuvent. Donc pour moi, c'est plus un facteur pour affaiblir l'Inde, pour affaiblir l'ensemble de ces pays, en fait l'Inde, la Chine et le Pakistan, sachant que le Pakistan est quand même un allié des Américains. Hein, c'est pas un allié de la Chine réellement. Ouais, mais est-ce que ce serait pas un allié torturé quand même? Parce que c'était un allié effectif du temps de Pervez Musharraf, hein, où la logistique traversait le territoire pour alimenter la guerre en Afghanistan et tout ça. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je suis pas certain que la population parce que Pervez Musharraf se situe dans une situation délicate aujourd'hui. Hein. Il n'est plus au pouvoir et il est l'objet d'inquiétudes judiciaires hein, de son propre pays. Tout à fait, mais bon, quand même, je crois, bon, les situations n'est pas aussi claire qu'avant par rapport aux États-Unis, Oui. mais bon, de toute façon, il continue à avoir, il y a une véritable, comment dire, domination, je peux dire. Mais bon, je ne me prononce pas plus parce que je ne me suis pas trop penché sur le dossier pakistanais pour pouvoir
en parler clairement, quoi, je peux dire. Je ne m'avancerai pas plus. Je ne connais pas. C'est pour ça que je vous demandais votre sentiment, parce que là, on est dans le domaine de la perception et pas tellement Oui, de l'analyse effective hein, de la oui, situation. oui. Bon, moi, je sens en fait qu'il y a toujours une volonté de fomenter des troubles dans les pays du BRICS de la part des Américains aujourd'hui, et dans tout pays qui veut avoir son indépendance et sa souveraineté totale, quoi. Donc, bon, sans parler des pays africains, qu'est-ce qu'on a? On a transformé l'Afrique en terre labourée aussi, alors que c'est le continent le plus riche du monde, et on l'a transformé en mouroir. Il faut quand même voir hein, les populations entre les épidémies, les économies complètement dévastées, les guerres civiles, entre guillemets, parce que c'était aussi des guerres qui sont créées de toutes pièces, les interventions. Regardez l'intervention de la France en Côte d'Ivoire, c'est quand même Ah oui, c'est assez fou, quoi. ah oui, oui, Assez complètement. scandaleux. Scandaleux, mais personne n'a réagi. Je veux dire, l'ONU n'a pas réagi. C'était une violation claire et simple et de toute évidence de la souveraineté d'un pays qui fonctionnait bien, qui avait ses présidents, qui a son économie, où il faisait bon vivre, et on le transforme en terre labourée encore une fois. D'où la réaction des trois pays africains qui décident de quitter la CPI, hein, parce que je pense que Laurent Gbagbo a été, je dirais, l'élément conscientisant pour les pays Ouais, africains qui se sont rendus compte que la CPI n'était pas là du tout pour juger des George Bush, des Tony Blair ou des Sarkozy sur absolument. la Libye ou sur l'Irak, hein, mais uniquement que ceux qui dirigeaient des pays qui devaient obéir aux injonctions. Hein. Absolument, absolument. Elle a été là pour condamner Kadhafi, El-Béchir, Gbagbo, comment il s'appelle, Milosevic, Oui. etc. Qui était d'ailleurs, enfin bon, c'est quand même, oui, ça me permet d'y voir peut-être clair à nos charmants spectateurs, auditeurs. Oui. De rappeler que la CPI a quand même eu l'outrage, enfin l'outrancier culot de presque condamner un Slobodan Milosevic à la prison au point de le laisser mourir, hein, et pour Mhm, 10 ans plus tard le disculper. Hein. Donc absolument. voilà. Ben oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça, mais sans rien d'autre, quoi. Parce que, bon, sans parler de toutes les personnes qui ont été exécutées par les Américains, quand je parle de Ceausescu, de Saddam Hussein, C'est ça. bon, c'est quand même assez fou, quoi. Ouais. Je crois qu'il est temps de conclure, peut-être, hein. Absolument, je vous le proposais, j'allais vous le proposer, pardon. D'accord. Donc, je pense, enfin bon, moi je suis plutôt optimiste pour les jours à venir, toujours optimiste pour la victoire de la Syrie. Et je pense que les choses sont difficiles, elles vont être difficiles, mais la volonté du peuple syrien, la volonté de son armée, la volonté de son président et l'unité de cet ensemble avec les alliés stratégiques du peuple syrien que sont la résistance libanaise, l'Iran, la Russie, la Chine aujourd'hui, je pense que nous arriverons à, à triompher, à faire triompher la vérité dans ce pays et à faire triompher la souveraineté nationale. Euh, je crois qu'on est sur la bonne voie, elle est difficile, mais nous y arriverons.
Et ça, on peut croiser les doigts pour que rien de grave n'arrive avant le 20 janvier prochain au minimum. On ne sait pas Oui, on ne sait pas ce que deviendra je dirais le mandat de Trump. On ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas, on ne connaît pas encore les conséquences euh, de sa présidence, mais on espère que d'ici le 20 janvier, il ne se passera rien de grave pour qui que ce soit et surtout pour la Syrie. oui, on espère surtout qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale C'est ça. avant. C'était à C'est cela en que je fait songeais. le scénario catastrophe, effectivement, que nous avons peut-être évité en élisant avec euh, Avec l'élection. l'échec de Hillary Clinton, mais Oui, on espère que Obama ne va pas mettre la mèche en route avant. c'est ça, absolument. Bien, il ne me reste Ben, qu'une seule merci chose à beaucoup. faire, c'est de vous remercier chaleureusement encore une fois de nous avoir offert cette longue interview pour en savoir toujours plus sur ce qui se passe réellement en Syrie et pas à travers des médias qui nous balancent de la propagande à longueur de temps. Merci Essar. Et merci beaucoup à vous de faire entendre notre voix, la voix de ceux qui n'ont pas de voix réellement, puisqu'on a interdit aussi la voix syrienne de toutes les antennes et de tous les satellites. Absolument, Merci. absolument. Merci bien, bonne soirée à vous et à la semaine prochaine peut-être, ou en tout cas dans 2 semaines, Dans 2 semaines. dans deux Ok. semaines pour un septième site-rep. D'accord. Merci Essar, Ben, à bientôt. merci. Au revoir, Tom. À bientôt. À bientôt.